On commence la séance de cet après-midi avec Monica Pavesio. Monica Pavesio est professeure de littérature française à l'Université de Torino. Elle est spécialiste du théâtre français du XVIIe siècle et du 1er XVIIIe siècle. Ses recherches portent sur la réception française du théâtre du siècle d'or espagnol et du théâtre italien, ainsi que sur la réception italienne du théâtre français du grand siècle. Elle a publié entre maintes articles et ouvrages un livre très important intitulé Calderón in Francia, Hispanismo e Italianismo nel teatro francese del XVIIe siècle. Et en plus, elle a fait des éditions de comédies françaises adaptées des pièces espagnoles et italiennes. Et aujourd'hui, elle va nous parler de Marivaux sur la scène italienne au XVIIIe siècle, la transposition de la vie de Marianne. Je lui cède la parole. Merci Lydia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui et je remercie beaucoup les organisatrices du colloque. Alors, je vais commencer. Le phénomène de l'adaptation italienne du théâtre français est ample, durable et étendu. Et tout au long du XVIIIe siècle, les intellectuels italiens se tournent vers la France pour chercher des modèles et des sujets. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les traducteurs italiens du théâtre français ne se comptent plus. On traduit pour un plaisir purement esthétique, pour un exercice de style, pour des raisons commerciales, dans le but pratique de se produire sur scène, pour satisfaire le désir général de connaître les œuvres françaises et de se tenir au courant du répertoire. Parmi les villes italiennes, Venise, avec ses dynamiques complexes de concurrence entre ses trois principaux théâtres de prose, ses imprimeries, ses boutiques de libraires, ses cafés littéraires, s'est montrée particulièrement active dans l'importation d'œuvres françaises. Mais le théâtre de Marivaux, contrairement à celui de Molière, qui a été beaucoup traduit et imité, ne semble pas avoir suscité d'intérêt en Italie. Il n'existe en effet aucune traduction ou adaptation de ces comédies dans l'Italie du XVIIIe siècle, alors que le théâtre de Molière connaît deux traductions complètes en 1697 et à Venise en 1756. Aujourd'hui, grâce aux études sur les registres comptables de la ville de Torino, nous savons que les Italiens ont pu découvrir le théâtre de Marivaux sur scène lors des tournées des comédiens français en Italie au XVIIIe siècle. La troupe dirigée par Jean-Philippe Delisle a joué le jeu de l'amour et du hasard au théâtre Carignano, le théâtre de Turin, le 6 mai 1755, donc bien avant l'entrée de la pièce au répertoire de la Comédie Française. 3 ans plus tard, la troupe de Salneuve, qui séjourne à Turin de 1758 à 1759, met en scène de nombreuses comédies du dramaturge. Le jeu de l'amour et du hasard, la surprise de l'amour, Arlequin poli par l'amour, l'épreuve, le stratagème. Dans les années qui suivent, le succès de Marivaux sur les scènes turinoises ne se demande pas et aux comédies subventionnées s'ajoutent les mises en scène de La mère confidente, L'héritier du village et les legs, Les fausses confidences. Cependant, comme nous l'avons dit, le succès sur les scènes italiennes n'est pas suivi de l'adaptation ou de la traduction en italien de textes de théâtre du dramaturge français. Les causes de cette absence restent incertaines. Paola Ranzini parle à juste titre d'une incompréhension paradoxale de la part de la tradition théâtrale italienne, qui aurait dû percevoir comme non éloignée d'elle l'œuvre de Marivaux, car le dramaturge français a composé la plupart de ses pièces pour le théâtre italien de Riccoboni. Les intellectuels italiens du XVIIIe siècle, qui reniaient pourtant la comédie all'improvviso pour ses extravagances, ont probablement considéré négativement le lien de textes marivaudiens avec la tradition de l'arte. Le rapport avec le théâtre de Molière était également complexe et contradictoire,
mais l'énorme succès théâtral de ces pièces et la haute estime dans laquelle les Français tenaient l'art de Molière a dû les engager dans la voie de la traduction. Comme on le sait, ce ne fut pas le cas de Marivaux, dont les pièces n'entrèrent dans le répertoire de la comédie française très tard. Cependant, les genres littéraires n'ont jamais été des compartiments étanches et les écrivains ont eu conscience de leur intercommunication et de leur interdépendance. Au XVIIe siècle, les influences entre roman et théâtre sont multiples. Nombreux sont les dramaturges romanciers capables de tirer parti de l'expérience acquise dans un genre pour renouveler l'écriture d'un autre. Quant au XVIIIe siècle, la plupart des écrivains comme Marivaux ont cherché d'atteindre le public en pratiquant les deux genres. C'est par les romans que Marivaux a commencé sa carrière et ce sont en effet ces romans qui donnent lieu en Italie à des traductions à succès, à des transpositions théâtrales. La vie de Marianne est un roman épistolaire publié de façon épisodique de 1731 à 1741 en 11 parties. Chacune des parties correspond à une lettre envoyée par Marianne, une comtesse retirée du monde, à son ami. Le roman de Marivaux est une œuvre ouverte, une œuvre inachevée à laquelle on a prêté des suites. On compte 3 suites. La première, qui anticipait le texte de Marivaux, parut en 1739. La deuxième suite figure dans l'édition de 1745, qui rassemble les 11 parties du roman. La troisième suite est publiée en 1761. C'est à partir du premier roman de Marivaux que l'abbé italien Pietro Chiari, dramaturge romancier, a composé pour le théâtre l'editique de comédie La Marianna, ossia la forza della virtù, e l'orfana riconosciuta, ossia la forza del naturale. La première comédie fut publiée en 1751 par l'éditeur Fenzo de manière anonyme. Quelques mois plus tard, poussé par le succès, Chiari fait publier sa deuxième comédie, se signant dans la note introductive des initiales PC. Les 2 pièces sont rassemblées dans les Commedie Grimani, publiées à Venise par Angelo Pasinelli en 1752, sous des titres différents. La Marianna, ossia l'orfana, et La Marianna, ossia l'orfana riconosciuta. Les titres composés d'un substantif qui détermine le statut d'orpheline de la protagoniste et d'une caractérisation supplémentaire renvoient inévitablement à ceux de la trilogie tirée par Pietro Chiari du Donjon de Fielding, l'orfano perseguitato, l'orfano ramingo, l'orfano riconosciuto. Il s'agit d'un bloc de 100 textes probablement mis en scène à peu de distance les uns des autres et qui marquent les étapes de la naissance en Italie d'un nouveau type de comédie romanesque. Le titre du diptyque est complété dans les passages de l'édition Fenzo à l'édition Pasinelli. La Marianna, ossia l'orfana, et la Marianna, ossia l'orfano riconosciuta. Il s'agit d'un changement qui vise à souligner plus clairement le lien avec le roman de référence et l'idée d'un projet unique où la division de la matière narrative s'est faite à travers une vision unifiée. Dans la préface, l'éditeur Fenzo annonce la source de la pièce. Je traduis en français. La comédie est tirée du premier volume du roman français de Monsieur de Marivaux, intitulé La Marianna. Le roman de Marivaux fut traduit très tôt en italien et publié à Venise par Giovanni Tavernini en 4 volumes de 1746 à 1748 sous le titre de La vita di Marianna, ovvero Le avventure della contessa di, opera del signor di Marivaux, dalla lingua francese trasportata nell'italiana. Giovanni Tavernini était un petit éditeur vénitien qui, vers le milieu du XVIIIe siècle, orienta son activité d'imprimerie vers la publication de traductions de romans, principalement en langue française, un genre qui commençait à avoir un grand succès auprès du public vénitien. Lucie Comparini, dans son étude sur les adaptations théâtrales italiennes de la vie de Marianne de la Chiari, reconnaît que c'est à partir de l'édition française de 1745 que Chiari a composé ces 2 comédies. Comparini a utilisé pour
pour son analyse comparative l'édition française, car d'après elle, la traduction italienne était introuvable. Or, les 4 volumes de la traduction, publiés par l'éditeur Tavernini, se trouvent dans plusieurs bibliothèques italiennes, Venezia, Vicenza, Padova, Faenza, par exemple. Je remercie Paola Ranzini pour m'avoir fourni les photocopies des 4 volumes de la traduction italienne du roman. La traduction anonyme de la vie de Marianne reproduit assez fidèlement l'édition en 4 volumes faite en 1745 aux dépenses de la compagnie, qui rassemble les 11 parties de Marivaux et la deuxième partie apocryphe. Le premier volume contient les parties de 1 à 4 du roman, le deuxième volume de 5 à 8, le troisième les parties 9 et 10 et le dernier volume, la partie 11 et la 12 apocryphe. La traduction italienne, comme nous venons de le dire, est fidèle, bien qu'elle présente un certain nombre de changements motivés par des besoins linguistiques, ordre syntaxique différent par exemple, ou par un désir très spécifique d'alléger le texte. Souvent, les traducteurs anonymes simplifient le texte français, faisant presque un premier survol de ce que Chiari fera plus tard en adaptant le texte narratif pour le théâtre. 9 comédies de Pietro Chiari sont tirées de romans traduits et publiés par l'éditeur vénitien. Après La Vita di Marianna, Tavernini publia en 1750 et 1751 la traduction de La Paysanne parvenue et La Nouvelle Paysanne parvenue, qui donne origine au diptyque de la Contadina, et la traduction de l'histoire de Ton-Jon que Chiari transpose dans la trilogie de l'Orfano. Le choix de sources à transposer au théâtre est donc directement lié aux traductions publiées par l'éditeur Tavernini. Et c'est sans aucun doute à partir de la traduction italienne que Chiari transpose le roman de Marivaux. De toute façon, l'œuvre originelle se fait reconnaître car le titre et le nom des personnages restent inchangés. Les personnages marivaudiennes gardent dans les comédies de Chiari leur nom à peine italianisé. Marianna, il signor di Climal, Madame Amiran, il signor di Valville, Madame Dutour, que l'on retrouve déjà dans la traduction italienne. Les comédies en plusieurs parties de la baie sont nées de l'idée d'un projet unique où la division de la matière du roman se fait à travers une vision logique. Dans le cas du diptyque de Marianne, l'intrigue du roman est divisée en 2 blocs qui constituent autant de réductions théâtrales, afin que le texte narratif puisse être représenté de manière plus fidèle et plus complète. Dans la préface à sa deuxième comédie, Chiari illustre son modus operandi, qui consiste à suivre fidèlement la trame du roman de Marivaux, tout en étant conscient qu'une telle fidélité peut entraîner certaines incohérences. La première comédie de Chiari ne correspond pas, comme le dit Lucie Comparini, aux 5 premières parties du roman de Marivaux, mais aux 4 premières parties, qui sont comprises dans le premier volume de la traduction italienne. Quand il affirme dans la préface que la comédie est tirée du primo tomo del romanzo, l'éditeur Fenzo se réfère bien évidemment au premier volume de la traduction. E quand il ajoute che l'auteur ha l'intenzione di ricavarne qualche altra commedia dagli altri tomi del romanzo, il se réfère aux 3 volumes de la vita di Marianna qui viennent d'être publiés chez Tavernini. Pour Chiari, la deuxième partie apocryphe de l'édition 1745, traduite en italien, constitue bien évidemment une création marivaudienne. Comme on le sait, alors que le roman domine au niveau de l'inventio, l'art de la dispositio est propre au genre théâtral. Dans le domaine de l'inventio et de la dispositio se dessine donc une série d'oppositions entre roman et théâtre, longueur versus breveté, facilité versus exigence, liberté versus contrainte. L'adaptateur est obligé de réduire en longueur et en quantité. Chiari introduit certains épisodes du roman de Marivaux dans la dispositio de la comédie vénitienne de la moitié du XVIIIe siècle. Dans la préface de la première comédie de Chiari, l'éditeur Fenzo affirme qu'une véritable réforme de la comédie est en train de s'esquisser en Italie. Il énumère les ingrédients de base du nouveau genre, lui reconnaissant manifestement une valeur positive. Je traduis
je cite, je traduis. Dans les théâtres italiens d'aujourd'hui, les bouffonneries d'autrefois doivent être remplacées par des comédies plus régulières qui stimulent la curiosité, éduquent les âmes, réforment les mœurs et referment les mœurs. Dans les comédies de Chiari, l'unité d'action est toujours respectée car selon l'abbé, cette règle est l'échelle sur laquelle le mérite d'une comédie doit être examiné. L'histoire comique suit un fil conducteur. Dans les premières scènes, il y a une sorte de récit des antécédents, puis l'exposé de la situation présente, l'introduction d'une mésaventure, la succession de péripéties, un moment de tension maximale, l'arrivée d'une aide, une situation, un événement ou une personne, la dissolution et le dénouement heureux. Les règles du temps et des lieux sont soigneusement respectées. Les deux pièces se déroulent à Paris et en 24 heures. L'action commence le matin du premier jour, se déroule tout au long de la journée, même la nuit, et ne se termine qu'au matin du jour suivant. De nombreuses indications temporelles et spatiales sont disséminées dans les deux comédies. Chiari a donc utilisé le roman de Marivaux pour créer une comédie romanesque plus régulière, suivant le modèle qui s'était développé en France. Il s'agit d'une romanesque morale, car le théâtre de Chiari veut présenter un modèle moralisé de la famille bourgeoise. Le manifeste programmatique exposé par l'éditeur Fenzo ne manque pas de rendre hommage au premier créateur du nouveau genre de comédie, Carlo Goldoni, qui en 1750 avait fait représenter à Venise sa Pamela, tirée d'un roman anglais de Richardson, dans l'espoir que d'autres encore puissent accomplir des exploits similaires de renouvellement de l'art et du goût théâtraux. Mais si la Pamela est la première comédie de Goldoni sans masque et sans dialecte, dans le diptyque de Chiari, l'élément moral et dramatique des personnages est toujours pondéré par la présence du comique. Truffaldino, présent dans toutes ses comédies, est le parfait contrepoids aux parties mélodramatiques avec ses lacis, ses malentendus amusants, ses jeux de mots, ses plaisanteries et son plurilinguisme italo-vénitien. La présence du masque de Truffaldino dans le rôle du serviteur témoigne de l'adhésion de Chiari à la tradition théâtrale de la commedia dell'arte, fortement contestée mais appréciée par le public. L'abbé Pietro Chiari est un explorateur littéraire, un expérimentateur attentif. Il scrute et anticipe les goûts de son public et adapte ses pièces à l'évolution rapide de la mode. Le résultat n'est pas négligeable. Des théâtres toujours pleins et un grand succès auprès du public. Je vous remercie.